Lundi 4 décembre 2017, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. À l'occasion du tour de table des conseillers au tout début de l'Assemblée, le nouveau président de la Corporation de l'Internationale de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, le conseiller Jean Fontaine, a fait la déclaration suivante. Oui, il y aura un déficit cette année pour l'édition 2017. Les chiffres seront communiqués officiellement d'ici environ 2 semaines, mais le conseiller Fontaine a parlé d'un déficit relativement minime par rapport à l'année précédente. Il se dit quand même encouragé. On va regarder d'ailleurs la déclaration du conseiller Fontaine à l'instant. Le sifflement de train, les gens qui restent près de la voie ferrée sur Carillon en ont soupé d'entendre le train siffler la nuit. Pourquoi? On se le demande tous. J'ai fait plusieurs maisons qu'on me disait « Ouais, j'ai un beau-frère qui reste à Delson, une parental cardiaque. Le train ne siffle pas là la nuit. Pourquoi qu'il le fait à Saint-Jean? » Non, mais la question est légitime. Et je n'avais pas de réponse à ça. Donc, oui, j'embarque avec vous dans le train, justement, pour s'assurer que nos citoyens qui vivent près des voies ferrées ont une certaine quiétude. Dans le jour, je peux comprendre, présence d'enfants, présence de circulation, mais la nuit, ça, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas, puis j'ai hâte d'avoir des réponses aussi là-dessus. Deuxième point, ce soir, on va adopter une résolution qu'on envoie une demande à la MRC de pouvoir paver la rue Poirier. Donc, après toutes les démarches, toutes les présentations, les lettres qu'on a reçues, tout ça. Donc, il y a des rues de gravier qui vont se paver. Je sais, ça ne se fera pas en 2018 parce qu'en 2018, on doit retravailler l'aqueduc et prendre les carottes et tout ça, faire les devis. Mais en 2019, la population a accepté et il y aura de l'asphalte sur la rue Poirier. Ça fait juste 10 ans que je travaille ce dossier-là. Alors, je suis bien content de voir ça, de voir ce dossier-là avancer dans la machine. Mon dernier mot, je veux parler de l'Internationale des Montgolfières. J'aimerais d'abord vous dire que nous allons recevoir bientôt les résultats de l'édition 2017 de l'Internationale. Malheureusement, et cette année occasionne encore une fois un déficit. Un terme que je déteste. Je déteste ce terme-là, OK? Je veux travailler à ce qu'on change ça. Je veux travailler à ce que ce soit positif, ce festival-là. Et je vais en reparler à la fin de mon mot. Je ne peux pas vous donner encore le chiffre exact ce soir parce que le chiffre ne m'est pas fourni. Mais ce qu'on me dit, c'est que ce serait un déficit qui serait beaucoup moins que les autres dernières années. Donc, il n'y aura pas lieu de paniquer, mais bon, il faut l'annoncer, c'est la vie. Il y a des bonnes nouvelles, cependant. On l'a lu dans le Canada français que l'achalandage est à la hausse. Le problème du festival, entre autres, c'est d'optimiser les commandites. Ça prend des commandites. On sait que la Banque nationale... La Banque Laurentienne n'est plus. Ils avaient signé un contrat de 10 ans à la hauteur de 700 000 environ par année. Là, quand tu perds ça, là, un moment donné, ça fait un trou dans les finances. On travaille fort à remplacer ça, puis ça prend de l'achalandage sur notre site. Justement, la bonne nouvelle, puis je suis content que les gens en ligne nous entendent là-dessus, c'est que c'est le 35e anniversaire du festival cette année. On a une super promotion. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. OK? C'est le 35e anniversaire. On va offrir le passeport, OK, jusqu'à Noël, donc quelques jours, pour 35 $ avec accès au manège. 35 $ pour le 35e anniversaire et tu as accès au manège. Essayez de trouver un événement où tu vas pouvoir aller 9 jours avec accès au manège pour 35 $. OK, donc les gens en ligne, là, puis là, je vous annonce tout de suite, il y en a juste 1000 en fonction. Il y en a 1000 en circulation. Donc les 1000 premiers, tant mieux. Ça fait un super beau cadeau de Noël à faire sous l'arbre. Et voilà. Donc, il y en a seulement 1000. Je peux déjà vous dire qu'on travaille sur l'édition 2018. On ne veut pas se retrouver avec le mot que j'ai parlé, que je ne veux pas redire. Il y a toutes sortes de scénarios sur la table. Est-ce que le festival doit innover? Oui. Est-ce que le festival doit prendre des décisions qui sortent de l'ordinaire, puis que je traduirais même de peut-être un peu risqué, mais un risque calculé? La réponse est oui. Alors, on est en train de regarder tous ces scénarios-là qu'on présentera, bien entendu, à nos collègues ici autour de la table. Et, en tout cas, pas trop parler, là, parce qu'on est en train d'étudier les scénarios, mais on a une rencontre avec M. le maire vendredi, et on va vous en reparler davantage. Et voilà, donc, faites mon commentaire. Marilyn Charbonneau. Bonjour. Alors, je déclare d'entrée de jeu avoir déposé ma déclaration des intérêts pécuniaires. Et en fait, j'aimerais commencer par une bonne nouvelle qu'on a reçue du gouvernement du Québec
Ça a été publié dans la semaine du 20 novembre. En fait, il y a le ministre de l'Éducation, M. Proulx, qui a fait l'annonce d'un appel de projet de 100 millions de dollars pour des projets d'infrastructures sportives et récréatives dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives. Alors, je pense qu'on avait plusieurs projets en ce moment qui étaient sur la table. Entre autres, on parlait des terrains de baseball, terrains de soccer, dans le district 12 notamment, là. Je pense que ça serait bien qu'on saisisse la balle au bon là, quand on parlait justement de regarder toutes les alternatives qui s'offraient à nous. On en a une belle alternative ici, puis ça serait le fun que rapidement, là, parce que je pense que les dates de dépôt finalement là, pour nos projets arrivent rapidement en début d'année 2018. Alors si la Ville, on pourrait rapidement là, se pencher sur cet élément-là pour faire avancer ces dossiers-là. Également, j'aimerais revenir, on a eu justement dernièrement là, la mention de l'approbation finalement du ministre des Affaires municipales pour le projet, le PER, le Centre industriel régional qui est dans le district 12. J'ai plusieurs citoyens qui étaient tout de même inquiets. Par rapport à cette venue-là, en fait, ils ne s'opposent pas nécessairement au développement économique. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de préoccupations par rapport aux terres agricoles. Je pense que c'est une réflexion qu'on doit avoir aussi à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le développement économique, des emplois de qualité, c'est super important. Je suis d'accord avec ça. Le projet PER aussi, il est génial dans le sens où est-ce que là, on établit une collaboration avec les villes de la MRC, où est-ce qu'on amène vraiment une dynamique nouvelle. Par contre, je pense qu'il faut aussi faire attention aux terres agricoles. On s'entend, c'est le garde-manger du Québec. Il y a 2 de terres agricoles qui sont bonnes pour l'agriculture, qui sont propices pour l'agriculture au Québec. Puis la majorité de ces terres-là se retrouvent sur le territoire, soit du Grand Montréal, de la Montérégie et de la Rive-Nord. Alors, je pense qu'il faut envisager aussi, dès maintenant, je sais qu'on est en attente d'une décision de la CPTAQ, mais je pense que dès maintenant, il faut se mettre au travail pour envisager un plan B pour que ce projet-là, malgré la décision qui va arriver, qu'elle soit positive ou négative finalement, puisse avoir lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu, que ce soit sur un autre terrain, un autre emplacement. Je pense que de plus en plus, il va falloir faire une meilleure conciliation entre l'urbanisation, la protection des milieux naturels et des terres agricoles. Ça a une valeur économique aussi, une valeur sur la biodiversité, qu'on parle de la relève agricole, entre autres, qui est quand même assez présente dans le secteur ici, là. C'est des facteurs, je pense qu'il faut qu'on considère puis qu'on mette en priorité aussi dans notre analyse du développement économique de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, également, j'aimerais sensibiliser le Conseil à une problématique qu'il y a dans le district 12. On a un système de transport pour aller à Montréal, finalement, qui est hyper efficace. Et ça amène quand même beaucoup de gens dans les rues, entre autres, quand on parle de la rue Marc-Sénécal. Puis, il y a les gens se stationnent devant les gens, devant les maisons, finalement, les résidences. Puis, ça occasionne des problèmes de circulation, de vitesse. Et j'aimerais sensibiliser aussi les citoyens au fait que le boulevard Saint-Luc, en fait, c'est la rue Saint-Gérard qui mène au boulevard Saint-Luc. Plusieurs automobilistes prennent aussi le détour de la rue Marc pour sauter la lumière rouge. Et j'ai une citoyenne qui a passé près de se faire frapper cette semaine. Puis je pense que la sécurité routière, c'est quelque chose qu'on doit ramener de l'avant, mais c'est aussi une affaire qui concerne tout le monde, que ce soit les automobilistes, et de respecter pour les automobilistes, finalement, les artères principales pour éviter des incidents comme ça dans les rues résidentielles. Et éventuellement, là, à la commission de circulation, ça serait intéressant qu'on puisse se pencher sur cette problématique-là qui est de la cohabitation avec le transport en commun et la circulation résidentielle. Merci. Merci beaucoup, Mme Charbonneau. Merci, M. le maire.
D'entrée de jeu, je dirais juste, Monsieur le maire, vous dire, la dernière fois qu'on s'est parlé, on m'a offert la possibilité d'entrer dans le comité touriste qui était chapeauté par Mme Dufresne. Pour l'instant, là, je vais décliner l'offre parce que je veux vraiment concentrer sur ce que je fais présentement. Étant donné que je suis un petit nouveau, je veux bien faire les choses et je ne veux pas trop en prendre, quitte à en prendre plus tard si je sens que je suis capable d'en prendre plus. Deuxième point, c'est concernant le stop sur la rue Georges-Rainville. Stop qui a été enlevé déjà. Il faut dire aux résidents là, que ça a été voté en 2016, cette résolution-là. Donc, évidemment, c'est sûr que je n'étais pas là en 2016. Non, je suis désolé pour ça. Je n'aurais pas laissé passer ça non plus, mais on travaille dessus. On l'a ramené. Je l'ai ramené au conseil et on va retravailler sur la possibilité de remettre le stop. On va regarder toutes les avenues possibles. Donc, je parle aux résidents. Inquiétez-vous pas, je travaille déjà dessus ça. Troisième point, c'est par rapport à la guignolée. Je voudrais féliciter tout le monde, les bénévoles, tous ceux qui ont donné. Et particulièrement, moi, ce qui me fascine, c'est de voir la générosité des gens. C'est incroyable à quel point Saint-Jean et probablement ailleurs, on est des gens vraiment très généreux. Et c'est vraiment beau à voir ça. Puis je tiens particulièrement à souligner l'école secondaire Marcelin-Champagnat, qui, eux, depuis plus de 15 ans, parrainent plus ou moins 35 familles qui ont été choisies à la base par le Centre d'aide d'action bénévole d'Iberville. Donc, je voudrais vraiment féliciter les 2 personnes très importantes dans ce projet-là à l'école Marcelin-Champagnat, qui est Caroline Cyr et Mylène Vaillancourt. Ces 2 enseignantes, ils font un job incroyable. Ils réussissent à mobiliser non moins de 1200 élèves. Donc, c'est quelque chose. Puis quand on parle d'éducation, on parle aussi d'éducation sur la pauvreté. Même si ces gens-là vont à l'école privée, c'est des gens privilégiés. Et déjà, à la base, si on est capable de sensibiliser ces jeunes-là en très jeune âge, que la pauvreté, ça peut toucher tout le monde et c'est important de donner, bien, bravo. Et ça fait plus de 15 ans, je le mentionne, là, que cette école-là font ça, auprès de 1200 élèves, donc de 12 à 17 ans. C'est tout simplement incroyable, à mon avis. Et mon dernier point s'adresse à M. Legrand, qui vient de Stéphane Legrand, nommé cadre de l'année à la Chambre de commerce du Québec. Stéphane, c'est un grand monsieur. Okay? Même s'il n'est pas très grand, c'est un grand monsieur. Il a été ici à la Chambre, au Conseil, pendant plusieurs années, voire même plusieurs mandats. Stéphane, c'est une personne que j'admire beaucoup. C'est une des premières personnes qui m'a parlé de ce que c'était d'être un politicien à la vie au municipal. Et salutations aussi à sa mère. Bravo, Stéphane, tu l'as pas volé. Merci. Merci beaucoup, M. Gendron. Bonsoir, Mme Géhin. Bonsoir, Monsieur le maire. Mon sujet, c'était le père, là, le parc industriel. Donc, Vous laissez tomber votre droit de parole? Oui. Merci, M. Hébert. Donc, on va poursuivre avec M. Romuald à la fin, après Mme Géhin. Je vous remercie d'être revenu sur les questions qui ont été posées il y a 2 semaines, mais vous n'êtes pas revenu sur mes questions, donc je me permets de vous les poser pour voir si vous avez eu du nouveau sur le sujet. J'avais eu des questions. J'en avais une sur les sacs d'emplettes où je voulais savoir quelle serait la position de la Ville par rapport au bannissement des sacs d'épicerie, des sacs à usage unique. Puis la deuxième question, c'était une question sur le boisé qui est sur l'île Sainte-Thérèse. Vous m'aviez dit que, en fait, vous alliez demander la liste des boisés qui étaient disponibles sur l'île encore. En fait, il n'y en a pas 36, il y en a un. J'ai fait les démarches, je vous ai mis en CC, en copie conforme du courriel que j'ai envoyé à M. Castonguay à ce sujet. Donc, il y a un boisé. Donc, je voudrais savoir si la municipalité va protéger ce boisé-là, acheter le boisé, puisqu'il est, je crois, en vente maintenant, en fait, disponible pour la vente. Donc, ça, c'est les 2 retours sur les questions d'il y a 2 semaines. Et puis, la question que je voulais poser aujourd'hui, c'était, je crois qu'on en a rapidement parlé à la fin du conseil il y a 2 semaines, c'est les fameux rejets.
donc des eaux usées dans la rivière. Il y a un article qui était paru en fait dans la presse il y a quelque temps qui disait qu'on avait entre 103 et 149 rejets par an d'eau usée, de déversement des eaux dans la rivière. Je suis sur le conseil d'administration d'un organisme qui s'appelle le Richelieu en 24 heures, qui a fait une activité de sensibilisation sur la qualité de l'eau du Richelieu cet été, où 19 kayakistes et canoteurs ont remonté la rivière, donc sont partis des lignes et remonté jusqu'à Sorel et ont fait plusieurs échantillonnages d'eau le long de la rivière. On a les résultats de cette analyse-là. Effectivement, c'est très inquiétant. Plus on remonte, en fait, plus il y a des déversements et plus l'eau est chargée et polluée, finalement. Donc, je voudrais aussi savoir quelles sont les mesures que la Ville va pouvoir prendre pour atténuer ces déversements. Parfait, merci Mme Géhin. Premièrement, pour ce qui est de la première élément de votre question concernant l'interdiction des sacs de plastique, je n'ai pas fait de retour sur cette question-là parce que la réponse avait été donnée lors de la dernière séance. Mme Marcoux nous avait informé que la MRC aura éventuellement à se prononcer sur cette question. Comme vous savez, c'est la MRC qui ont été mandatés via Compo Richelieu pour gérer les déchets. Donc, la MRC aura éventuellement à se statuer. Par rapport aux sacs de plastique, les analyses sont ambivalentes présentement, donc les bienfaits versus de le faire ou de ne pas le faire. OK, je vais juste apporter une précision. Récit Québec a sorti une étude il y a 2 ou 3 semaines, je crois. Ah, je ne l'ai pas vu. Donc peut-être faudrait indiquer les résultats de cette étude qui n'est pas du tout ambivalente. Est-ce que c'est possible de nous l'envoyer ou à Mme Marcoux ou aux membres du Conseil? Oui, puis je suis surprise que ce soit la MRC qui reprenne le dossier parce que dans plein d'autres villes ailleurs au Québec, ce sont les villes elles-mêmes qui décident de leur statut par rapport aux commerçants qui sont sur leur territoire. Depuis notre dernière séance, on n'a pas traité, cette question n'a pas été abordée à la MRC, donc peut-être qu'on a une réunion la semaine prochaine, possiblement qu'on en entendra parler possiblement. Concernant le deuxième élément de votre réponse, de votre question concernant les boisés de l'île Sainte-Thérèse, je ne vous ai pas revenu, mais il y a eu beaucoup de courriels, effectivement, avec M. Castonguay dans les jours qui ont suivi il y a 2 semaines. Donc, j'avais cru que M. Castonguay avait répondu à chacun des boisés spécifiques. Il n'y en a qu'un sur l'île Sainte-Thérèse. Et puis, M. Castonguay expliquait qu'il y avait une partie qui était dans la zone protégée et que le reste du boisé était voué au développement, qui n'était pas inclus dans le plan de conservation. Pour l'instant, non, mais le terrain est à vendre. Donc, il faudrait que la Ville se décide. Est-ce que finalement, on va déboiser ce territoire boisé qui reste sur l'île et répondre finalement... Le Conseil avait... Si le précédent Conseil n'avait pas identifié ce terrain-là comme étant dans le plan de conservation, c'est que le terrain est développable et ne fait pas partie du plan de conservation. Et selon les valeurs environnementales que vous préconisez, donc je partage avec vous mes préoccupations quant à ce plan de conservation. Vous avez parfaitement raison. Le plan de conservation était loin de protéger l'ensemble des boisés. Et la stratégie que la municipalité s'est donnée, c'est de dédommager financièrement les propriétaires des boisés. Un plan qui coûte extrêmement cher. Cette stratégie-là de la Ville coûte extrêmement cher. On parle de 60 millions de dollars. Donc, on comprend que par cette voie-là, ça coûte directement dans les poches des contribuables. Donc, je partage votre préoccupation par rapport à ça, évidemment. Donc, on fait une croix là-dessus, sur ce boisé. Bien, à moins de trouver, soit de changer de stratégie ou trouver d'autres argent, augmenter les règlements d'emprunt. C'est ce que j'ai proposé à la chef de la direction de l'environnement. Plusieurs stratégies, justement, pour aller chercher du financement. Et donc, j'espérerais que ce soit analysé sérieusement. Parfait. Merci beaucoup. Et il y avait le dernier élément de votre réponse, la qualité de la rivière Richelieu. Vous avez parfaitement raison. Lorsque on regarde la qualité de la rivière, l'eau avant la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est dans une meilleure qualité que lorsqu'elle passe Saint-Jean-sur-Richelieu. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est qu'il y a beaucoup de déversements. La ville fait beaucoup de déversements dans la rivière. Présentement, ces déversements-là sont autorisés par le ministère de l'Environnement. Est-ce que ça en fait des bons déversements? La réponse, c'est non. On en a vu tantôt, on a parlé des pompes du côté d'Héberville sur Belle-Rive
évidemment, il faut se préoccuper de ça. Dans le développement de notre réseau d'infrastructures, il faut se préoccuper que chacun des nouveaux développements, lorsqu'on construit un nouveau secteur, une nouvelle rue, il ne faut pas augmenter le nombre de déversements dans la rivière, mais il faut plutôt les diminuer. Puis c'est dans ce sens-là qu'il faut penser notre réseau. Et c'est pour ça que moi, durant la campagne électorale, je parlais de plutôt que de construire de nouvelles rues en périphérie de notre municipalité, il fallait plutôt réhabiliter nos vieilles infrastructures au centre où on a des problèmes justement les égouts pluviaux sont mélangés avec les égouts sanitaires. Donc, c'est dans ce sens-là, évidemment, qu'il faut travailler, selon mon point de vue. Évidemment, on devra, par le nouveau conseil, revoir notre plan triennal des mobilisations et à nous, à ce moment-là, de faire les bons choix et de travailler à réduire les déversements dans la rivière plutôt que de les voir augmenter. Nous, on avait, dans le cadre de Richelieu en 24 heures, on a fait des démarches avec tous les élus provinciaux, municipaux, en fait, des villes qui longent la rivière. Ils sont tous prêts à travailler, y compris avec l'UPA. L'UPA Montérégie a développé un plan, justement, d'atténuation. Donc, je pense que c'est pas seulement une action municipale, mais c'est une action concertée avec les villes qui sont en amont et l'UPA. Donc, si on pouvait être informé régulièrement de la suite de ce dossier-là, ce serait apprécié. Ça me semble une bonne avenue. J'aimerais aussi que vous me teniez au courant sur la stratégie de financement pour acheter des nouveaux boisés pour la prochaine réunion. Bien, ouais, cette stratégie-là a bien été exposée dans le cadre des consultations sur le plan de conservation. Mais on pourrait certainement, j'imagine, vous acheminer la chose, ou c'est peut-être déjà disponible sur notre site Internet de la municipalité. Merci beaucoup, Mme Géhin. Dernière question, M. Romuald, avant le début de l'Assemblée. Monsieur le maire, oui. Conseiller, conseillère, bonsoir. Je m'appelle M. Romuald Mike Miclette, du 125 avenue Hamel ou le boulevard Hamel à Iberville, secteur Iberville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis arrivé ici il y a 45 ans et je peux vous dire, depuis 45 ans, j'ai eu 7 problèmes d'eau sur la rue Hamel. 7? 7. Et sur les 7, j'ai eu 2 réclamations. Pourquoi que les 5 autres, j'ai rien eu? Ça y arrivait à peu près entre 1 pouce et 1 pouce et demi d'eau. J'arrêtais le tapis, j'en mettais un autre, je ne savais personne. Mais, depuis 2010, j'en ai eu une de 8 pouces d'eau. Celle-là, j'ai fait une réclamation à mon assurance, dont ils m'ont donné la moitié du montant que j'avais assuré. Fait que dans ce temps-là, j'avais eu une opération, j'ai été absent pendant 2 mois. Fait que j'ai laissé tomber, j'ai payé de ma poche et j'ai reçu 4-5 000 de la compagnie d'assurance. Maintenant, celle du 7 juillet, j'ai reçu 15 pouces d'eau. Dans les 15 pouces d'eau, dans la rue en avant de chez moi, au 125 avenue Hamel, ou le boulevard Hamel, j'avais une moyenne d'1 pouce, 1 pouce et demi qui dépassait qu'est-ce qu'on appelle le puisard en avant de la maison. Ou C'est ça. Et puis, c'est la première fois que j'avais autant d'eau. Vers 3h30, j'ai descendu au sous-sol et j'ai pilé dans 12-13 pouces d'eau. Et donc, j'ai pris la panique. J'ai parti pour aller chercher une pompe. Et donc, avant que j'arrive, il y avait déjà un monsieur de la ville qui était là avec une pompe. Et donc, je dois le remercier devant vous. C'était un monsieur Bessette, et c'est un monsieur-là ici, que je ne connais pas beaucoup. Mais je me suis aperçu qu'il y avait un monsieur qui avait vraiment du cœur à la main parce qu'il est venu personnellement en donner à plusieurs maisons. Et donc, moi, j'en avais déjà une de louer. Et là, j'ai commencé mon travail. Mes enfants sont arrivés pour nous aider et ça a commencé, disons, vers 4 heures à travailler. Et moi, quand j'ai vu ça, les assurances sont venues sur place et c'est la première fois de ma vie que je vois une assurance, un inspecteur venir chez moi, constater les dommages. Ça a pris 6 minutes exactement de me donner le chèque dans 30 jours qui suivent, sans dire un mot, en regardant des problèmes, mais en m'autorisant le montant exact, qui était à 10 000 $, qui était complètement ridicule, mais malheureusement, je n'étais pas au courant du tout du montant que j'étais assuré. Maintenant,
c'est sûr et certain. J'ai une assurance qui est 3 fois le montant maintenant. Pour quelques dollars de plus qu'on ne savait pas. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Votre assureur? L'assureur, maintenant, m'assure pour 3 fois le montant que j'ai demandé. Autrement dit, je suis à 30 000 maintenant. Donc, après ça, je reçois une lettre d'une organisation donc, qui vous représente, que je ne comprends pas du tout, que vous n'avez pas les compétences pour venir voir vos payeurs de taxes. Donc, j'ai reçu le groupe Mission Expert, que c'était des gens qui doivent coûter une fortune. Et donc, vers la fin, il y a un monsieur qui est venu voir chez nous, de cette compagnie-là, pour me dire, je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici, vous êtes équipé plus que nous. Puis croyez-moi, je suis équipé, monsieur. Et en plus, il me dit, je vois des photos sur le mur. Moi, je suis un ancien sniper des Forces armées canadiennes. Quand vous dites que vous êtes plus équipé que nous, je ne comprends pas ce que vous... Le monsieur m'a dit que le monsieur que j'ai le nom ici, Giovanni Fezziotto, ça doit être un gars de Montréal. Et il est marqué ici experte refoulement d'égout, drain, dracard, division plomberie mécanique d'Ancan. D'accord. Ce monsieur-là, chez nous, il m'a confirmé que j'étais vraiment équipé pour me protéger contre l'eau. Puis, malheureusement. Avec la paix et tout, là. Monsieur, j'ai la paix, j'ai des factures, j'ai tout montré. OK. Et ce gars-là, il m'a dit, mais tout ce que vous avez là, il est là depuis quand? J'ai dit, regardez, je vais vous le montrer. Donc, la semaine après le déluge que j'ai eu, ça m'a coûté pas loin de 2 000 en rajoutant un autre pompe, en me posant 6 nouveaux clapets avec toutes les sorties d'eau de la maison dehors. Fait que c'est d'avoir peur, ça. Donc là, en résumé, votre problème... Lui, il m'a dit que j'en avais pas de problème. Il ne pouvait pas comprendre avec qu'est-ce que j'avais avant, pourquoi j'avais de l'eau. Ouais. Lui, il m'a dit automatiquement, c'est un refoulement d'égout et malheureusement, c'est ça le problème. Et là, 2 semaines après ou 3 semaines, je reçois une lettre de eux en me disant que la ville est complètement pas responsable et puis c'est la décision finale. Je ne comprends à rien. Rien. Donc, l'expert de la ville était chez vous, vous a confirmé que vos installations étaient conformes? Non, pas l'expert de la ville. Un employé des experts, que c'est un plombier, ce monsieur-là. Le plombier, il travaillait pour la ville ou il travaillait pour... l'assurance. Pour l'assurance? Pour l'assurance. Votre assurance à vous? Groupe Mission Expert. OK. Ça s'appelle Groupe. On me confirme que le monsieur que vous parlez travaille pour notre expert en sinistre. Oui. Donc, ce monsieur-là qui travaille pour la ville a été vous voir, vous a confirmé que vos installations étaient conformes. Le plombier m'a dit ça, qui travaille pour votre compagnie. Et après ça, la ville vous a envoyé une lettre en vous disant que la ville n'était pas responsable. Voilà. Et donc, moi, dans le moment, j'ai au-delà de 9 000 de paie. OK. Et que j'ai changé les planchers, qui est en céramique. Et donc, j'ai au-delà de pas loin de 10 000. Et donc, un 10 000 que j'ai reçu de mon assurance. Là, on a dépassé le 5 minutes. On est tout près de 6 minutes de notre intervention. Je vous confirme que vous n'êtes pas le seul dans cette situation-là. D'ailleurs, la direction générale a préparé pour la semaine prochaine une présentation au conseil pour faire état, justement, de la situation. Parce qu'on avait déjà entendu parler des problèmes similaires là, dans votre secteur suite aux inondations là, du 7 juillet dernier. Donc, on a vos coordonnées en note. Donc, mais est-ce que je veux savoir si ça va tomber à l'eau comme d'habitude? Parce qu'on me dit que je ne suis pas le seul, puis tout le monde a le même problème, puis tout le monde a reçu la même lettre. Regardez, donnez-nous la chance d'avoir la présentation du dossier, de discuter avec les membres du conseil de la situation, et puis on vous revient à la prochaine séance du conseil pour vous dire qu'est-ce qui va se passer. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine, alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil prévue pour le lundi 18 décembre. On va d'ailleurs procéder aussi à l'adoption du budget pour l'année fiscale 2018. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.